Chers collègues, plus rien ne sera pareil qu'avant la crise du Covid. C'est du moins la prise de conscience qu'on espérait en 2020. On aurait pu croire qu'avec cette crise, de même qu'avec la crise des inondations, le gouvernement aurait pris conscience de l'importance des services publics, par exemple de la sécurité sociale, services publics qui sont la seule bouée de secours efficace de notre société. Mais il n'en est visiblement rien puisque pour 2022, le gouvernement rajoute de l'austérité à celle qui avait déjà été décidée pour 2021. Et ce gouvernement dit oui, on peut rajouter de l'austérité puisque la reprise est là, donc allons-y gaiement. Pourtant, la Cour des comptes elle-même formule cette remarque: le gouvernement fait comme si la crise sanitaire était passée. Et en fait, de la même manière que ce gouvernement agit sur une politique de yo-yo en matière sanitaire face à la pandémie, eh bien, on retrouve les mêmes défauts au niveau de la politique budgétaire. On voit une lueur de reprise. On dit « Oh, ça va, on peut y aller, allons-y, on libère l'austérité ». Alors qu'au lieu de proclamer la reprise économique, vous feriez mieux de tenir compte de la reprise de la pandémie, y compris d'un point de vue budgétaire. Et s'il y a bien un secteur qui est essentiel, on l'a vu dans cette crise, dans cette pandémie, eh bien c'est le secteur des soins de santé. Et aujourd'hui, il faut sauver ce secteur des soins de santé. Et on se souvient de ces infirmiers et de ces infirmières qui avaient tourné le dos à l'ancienne première ministre Sophie Wilmès. Et aujourd'hui, le danger, c'est que ces infirmiers et ces infirmières tournent le dos à leur profession parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Un infirmier, par exemple, des soins intensifs, dit « En 7 ans de carrière, j'ai vu partir 29 collègues, dont un seul partait à la pension. La meilleure infirmière spécialisée de ma promotion a tenu 1 an à l'hôpital. Puis elle a changé de métier. Quel gâchis !» Voilà la situation actuelle. Et vous vous souvenez, et on en a encore parlé tout à l'heure, M. Piedboeuf, du fonds blouse blanche. En octobre 2019, le PTB avait fait voter ce fameux amendement. On a trouvé une majorité pour faire passer un amendement de 402 millions d'euros pour engager du personnel supplémentaire dans les soins de santé. Et à l'époque, c'est vrai que le MR était contre. C'était la même Madame Wilmès, à l'époque ministre du Budget, qui poussait des grands cris. On nous traitait de populistes. Elle disait 400 millions, mais vous imaginez quel montant? Voilà, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que ces 400 millions étaient plus que nécessaires, mais en même temps totalement insuffisants. C'est manifestement insuffisant parce qu'il ne suffit pas d'embaucher, on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi revaloriser le métier pour éviter que les soignants ne le quittent. Et du coup, faire revenir, éviter qu'ils les quittent, mais aussi faire revenir les 19 000 infirmiers qui aujourd'hui ne travaillent plus dans ce secteur et ont choisi un autre secteur. Ça, c'est l'enjeu, parce que M. Piedboeuf, tantôt vous disiez, il faut les trouver, les infirmiers et les infirmières. Mais ils existent, mais ils ne sont plus dans les soins de santé, ils sont ailleurs, et c'est ça le problème. Et donc le plan qu'a le PTB par rapport à ça, c'est de compléter le fonds blouse blanche. Quelque part, on pourrait dire que c'est le fonds flouze blanc qui se rajoute au fonds blouse blanche, puisqu'il s'agit de trouver des moyens pour rendre le métier aujourd'hui attractif. Et donc, nous proposons d'augmenter le salaire brut de 10%, d'accorder une prime de 100% pour le travail de nuit et de week-end, puisqu'aujourd'hui, on est bien en deçà de ce qui se fait dans d'autres secteurs, et aussi de soulager le personnel en fin de carrière et de venir avec le droit à la pension dès 60 ans et reconnaissance comme métier pénible après 35 ans de carrière. Donc voilà, chers collègues, alors on entend que le ministre Gilles Quinet est déjà d'accord avec nos autotests gratuits, mais on espère qu'il sera aussi d'accord, que les écolo-groun seront aussi d'accord avec cette idée d'injecter les fonds nécessaires pour avoir des infirmiers et des infirmières qui reviennent dans le secteur des soins de santé.
Autotest gratuit, j'ai dit, ben voilà, les experts sont unanimes, hein, les limites de la vaccination, on les voit, hein, on est à la 3e dose, mais on va arriver peut-être à la 5e vague, et ils sont unanimes, et hier encore sur la RTB, vous entendiez l'infectiologue Leïla Beklir estimer que le gouvernement devrait faire un geste financier pour favoriser l'accès du grand public aux autotests Covid. C'est la proposition que nous faisons aujourd'hui. Il faut éviter une nouvelle vague, il faut investir dans une politique préventive de testing, il faut fournir des tests gratuits. On propose de fournir 2 autotests par personne pour les fêtes de fin d'année et pour l'année prochaine de venir avec des tests gratuits réguliers, puisque au Royaume-Uni, on sait qu'il est possible d'obtenir gratuitement un kit gratuit comprenant 7 autotests. Généraliser aussi le testing dans les écoles, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit dans d'autres pays, hein. Il faut tirer les leçons positives des autres pays, en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Il y a des régions qui le font, d'autres qui ne le font pas. Quand on compare, on voit que les résultats sont vraiment probants. Donc nous appelons à voter pour ces amendements que nous déposons aujourd'hui, tant pour élargir le fonds blouse blanche que pour permettre les tests gratuits. Alors l'austérité, disais-je, l'austérité, ce gouvernement effectivement l'a imposé, hein, puisque pour 2022, on rajoute de l'effort variable à l'effort fixe, ce qui fait un effort total de 2,4 milliards d'euros. Donc au sein de la coalition, visiblement la droite a imposé ce doublement de l'effort au parti de gauche de la Vivaldi. Une Vivaldi qui finalement est même plus catholique que le pape de l'austérité, hein. Pendant des années, on nous a dit il faut suivre ce que nous impose la Commission européenne, notre gendarme budgétaire, il faut le suivre parce que c'est dans les traités, on est obligé. Et là, pourtant, aujourd'hui, pour 2022, la Commission européenne nous dit « mais non, on est toujours dans une procédure d'exception, vous n'êtes pas obligé d'appliquer de l'austérité ». Et pourtant, ce gouvernement dit « mais non, on va faire quand même, on va continuer cette politique d'austérité ». Et quelles sont les principales cibles, finalement, de cette austérité? Eh bien, ce sont les attaques contre les services publics, hein, puisque quand on regarde les plus gros budgets de restrictions budgétaires, on a 600 millions pour l'horizon 2024, puisqu'on y va progressivement, 600 millions d'attaques contre la fonction publique, et les malades de longue durée, puisqu'on sait que ce gouvernement s'en prend très peu aux grands fraudeurs fiscaux, mais trouve que le gros problème, c'est les malades de longue durée, et ça représente 480 millions d'euros à l'horizon 2024. Donc les plus gros postes, c'est de là qui viennent, hein, c'est plus d'1 milliard. Et finalement, la population, elle subit une double peine, hein, l'austérité et le blocage des salaires, puisque tout en appliquant cette austérité, le même gouvernement, via l'arrêté d'Hermagne, bloque les salaires à 0,4%, et c'est même une diminution de salaire qu'il y a si on tient compte de l'index santé qui manipule, qui trafique l'indexation des salaires. Donc on a donc une double peine pour les travailleurs. Et, à contrario, on pourrait dire une double offrande pour les patrons, hein, puisque les patrons, les salaires sont bloqués grâce à cette loi de 1996 du gouvernement de Andy Roupeau, revue par le gouvernement Michel en 2017. Donc ça, ce qui ne sort pas de leur caisse, c'est ce qu'ils peuvent garder pour les dividendes. Et alors, il y a une multiplication de cadeaux fiscaux, de subsides salariaux, dont les précomptes professionnels. Donc, austérité, sauf pour les patrons, et pour la guerre aussi. Pour la guerre, ça, il faut quand même le souligner. Quand il s'agit de faire la guerre, là, tout d'un coup, les services publics, là, on les finance, hein, puisque on a quand même un gros crédit de fonctionnement qui augmente à la défense pour 434 millions d'euros. Et c'est quoi? Ça correspond à quoi? À l'acquisition de missiles et autres munitions dans le cadre du remplacement de capacités de combat aérien. Donc, en clair, pour l'achat des F-35, non seulement on paye les F-35, mais on paye encore très cher les missiles et autres qu'on va mettre dessus pour aller tuer des gens ailleurs dans le monde, puisqu'on le sait qu'on n'a pas une politique de défense, mais une politique d'attaque dans notre pays, puisqu'on vise les autres pays. Ce n'est pas une armée qui défend le territoire, c'est une armée qui intervient ailleurs. Alors en matière d'investissement,
Les investissements, on sait que à cause de cette politique d'austérité qui a été menée par les gouvernements précédents aussi, parce que ce n'est pas une nouveauté, eh bien on est à un niveau très très bas, dramatiquement bas d'investissement public, et c'est une mission que s'est donnée ce gouvernement de dire on va investir, mais tout en restant dans un cadre budgétaire quand même problématique, puisqu'on se rappelle quand même que le TSCG, donc le traité d'austérité européenne, dit qu'il faut ramener la dette à 60% du PIB en réduisant l'écart de 1/20 par an. Donc si on applique ça pour la Belgique, eh bien ça fait 14 milliards d'économies chaque année pendant 20 ans. Voilà, 14 milliards pendant 20 ans. Mais en même temps, ce gouvernement dit qu'il va mener des politiques d'investissement ambitieux. Par exemple, l'ambitieux Mathieu Michel déclare dans la presse qu'il faut trouver 5 milliards d'investissements sur 10 ans pour rénover les bâtiments publics. Sauf que quand on regarde les tableaux budgétaires, il mentionne 50 millions d'euros par an. Donc ce qu'il nous faudra comme temps, ce n'est pas 10 ans, mais c'est 100 ans pour arriver à rénover les bâtiments publics. Prenons aussi l'ambitieux Thomas Dermine, qui dans la presse plaide pour un plan d'investissement de 5 000 milliards au niveau européen. 5 000 milliards. Mais le gouvernement fédéral dont il fait partie, lui, décide 1 milliard d'investissement. Donc il dit à l'Europe 5 000 milliards, c'est un minimum, mais au niveau du gouvernement, c'est 1 milliard. Et en plus, 1 milliard qui certes s'ajoute à la manne européenne qu'on a reçue, mais quand l'Europe nous dit finalement ce n'est pas 5,9 milliards que la Belgique va recevoir, on va revoir ce montant à la baisse, eh bien M. Dermine dit voilà, on se contentera de ça. Moi j'attendais de lui, voilà, la proposition de compenser ce que l'Europe n'allait pas verser pour ses investissements, mais non. On continue à accepter finalement les choses comme elles sont et à ne pas vouloir les changer fondamentalement. Alors ça se marque aussi dans le rail, parce que si Mathieu Michel et Thomas Dermine, on voit un décalage entre les déclarations et les ambitions et la réalité budgétaire, chez le ministre de la Mobilité, M. Gilles Quinet, là c'est encore plus fort, parce que là on a un gros décalage entre ce qu'il dit avoir déjà fait et la réalité des chiffres budgétaires, puisque M. Gilles Quinet déclare et répète inlassablement qu'il a obtenu 1,5 milliard pour le rail. Maintenant, c'est même passé à 1,7 milliard. En quelques semaines, il a encore ajouté 200 millions. Mais quand on regarde les tableaux budgétaires, on cherche, on ne trouve pas ce milliard d'euros. Et donc je ne peux que remercier la secrétaire d'État ici présente au budget de m'avoir finalement, pour m'éclairer en commission finances, m'avoir donné un tableau qui effectivement donne la réalité des chiffres, puisque à part les 250 millions d'euros d'investissement, tous les tableaux, tous les montants sont repris dans ce tableau très complet. Je vous remercie encore, Madame de Bleeker. Et qu'est-ce qu'on voit sur la législature, ce n'est pas une augmentation d'1,5 milliard ou d'1,7 milliard, mais une diminution de 62 millions d'euros. Comment est-ce qu'on peut confondre une augmentation d'1,7 milliard et une diminution de 62 millions? En manipulant un petit peu les chiffres, à mon avis, il n'y a pas d'autre réponse. C'est-à-dire en regardant les montants qu'il y a en plus, mais en ignorant les montants qu'il y a en moins. Ça c'est la réalité. Et c'est d'autant plus dramatique que les dotations structurelles, elles diminuent. Ce qui veut dire qu'après la législature, on sera avec des dotations plus basses qu'avant. Et donc ça, c'est évidemment un problème fondamental pour le rail. Et voilà, je n'ai pas eu d'explication ni de M. Gilles Quinet quand je l'ai interrogé, ou ni de M. Van den Burg tout à l'heure, qui continuent à répéter leur disque rayé, en disant oui, on a fait ça, mais jamais en confrontant ces chiffres au tableau que la secrétaire d'État nous a donné. Et ça, c'est quand même problématique dans un débat budgétaire. Un débat budgétaire, c'est quand même aussi un débat sur les chiffres. Donc quand on vient avec des chiffres et que les tableaux budgétaires montrent d'autres chiffres, il faut pouvoir quelque part confronter les deux, mais
Chez Écolo, visiblement, c'est un exercice qu'on n'aime pas faire parce que ça pourrait montrer la réalité des choses. Et donc finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a un désinvestissement sur le rail, mais en même temps, on a ce gouvernement qui bétonne une niche fiscale, une grosse niche fiscale de notre pays qui coûte 3,75 milliards chaque année. Ce sont les voitures de société. Voilà. Donc voilà, le bilan finalement en matière de transport de ce gouvernement, c'est des investissements du rail, mais bétonner la niche fiscale des voitures de société. Alors, la facture énergétique, c'est aussi évidemment un problème. Hein. Déjà, on a ce blocage des salaires. Je l'ai dit, quand on tient compte de l'index santé, c'est-à-dire qui exclut les produits énergétiques, en tout cas du carburant, eh bien, on n'a pas cette augmentation minuscule des salaires de 0,4%, mais on a même une diminution de moins 0,7% des salaires réels. Et alors, on était très content d'entendre le ministre des Finances qui répondait à mon collègue Raoul Edebeau ici en plénière et qui disait « Je vais proposer le cliquet inversé au gouvernement », c'est-à-dire bloquer les accises ou diminuer les accises pour éviter, pour quelque part rattraper, diminuer la facture énergétique sur le carburant. Or, aujourd'hui, je découvre dans la presse, dans l'ADH, un article qui dit « Hausse des prix des carburants, le cliquet inversé, toujours pas d'actualité. Le ministre Van Peteghem avait pourtant promis qu'il plaiderait en sa faveur. » Donc voilà, le ministre Van Peteghem nous dit « Je vais proposer le cliquet inversé au gouvernement et il n'y a rien qui sort. » Et puis, en lisant l'article, stupéfaction supplémentaire, puisque j'apprends que, en fait, le ministre n'a même jamais défendu cette idée au sein du gouvernement. Moi, je pensais que le gouvernement avait refusé, mais non, il ne l'a même pas défendu. Et alors, ce qui est encore plus fort, c'est l'explication du ministre, puisqu'il dit « Je ne l'ai pas proposé parce que je vais le proposer éventuellement, ou j'allais le proposer si on dépassait 1,7 €, hein, 1,70 € à la pompe. » Or, aujourd'hui, on est à 1,75 € à la pompe. Et donc, son explication ne tient pas du tout. Donc, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Mais surtout, 1,70 €, est-ce que c'est normal de payer 1,70 € à la pompe alors que c'est 50 cents de plus que ce qu'il y avait il y a un an? Et donc, c'est vrai qu'on n'aura pas visiblement ce cliquet inversé. En même temps, l'autre consolation, ce qui nous proposait le ministre des Finances comme diminution, c'était 1 €. Pas 1 € au litre, hein, 1 € par plein. Voilà, donc finalement, on ne l'obtient pas, ce cliquet inversé, mais bon, si c'était pour avoir 1 € par plein, voilà. C'est moins grave que ce qu'on aurait pu imaginer s'il y avait une réelle baisse. Alors, par contre, norme énergétique, c'est la même chose, hein, c'est des cacahuètes, hein, puisqu'on est à 8,76 € par an, donc pour réduire la facture énergétique des ménages, donc 73 cents par mois. Hein, voilà, ça va faire évidemment du beurre dans les épinards, hein, mais un petit peu de beurre seulement. Hein. Évidemment, on refuse d'entendre cette proposition qui est quand même soutenue par des dizaines de milliers de personnes, qui est la baisse de la TVA de 21 à 6% sur l'énergie. C'est pourquoi nous redéposons un amendement sur cette question. Et s'il faut trouver de l'argent, il y a de l'argent à trouver notamment dans les dispenses de précompte professionnels. Les dispenses de précompte professionnels, c'est ce cadeau qui fait que le patron, en fait, prélève l'impôt du travailleur chez ce travailleur pour le verser au fisc, mais peut garder une partie pour lui, et pas une petite partie, puisque c'est une partie qui s'élève à 3,7 milliards d'euros par an, en tout cas pour l'année 2022. Et ce gouvernement a dit on va faire des études, on va voir si quand même c'est vraiment justifié, on va faire des spending reviews, hein, analyser nos dépenses pour voir si elles sont justifiées. Et finalement, le ministre des Finances nous dit à l'issue de ça, je ne sais pas encore, on n'a pas encore assez d'éléments. Pourtant, on a déjà eu des études de la Cour des comptes, du Bureau du Plan, de la Banque nationale, du SPF Finance, mais le ministre nous dit il faut encore étudier la question.
que c'est dur, chers collègues, quand il faut revoir les cadeaux qu'on offre aux patrons. Quand il s'agit d'attaquer les malades de longue durée, là, on pond des mesures en un coup de cuillère à peau. Mais là, quand il faut toucher au truc des patrons, là, c'est vraiment très, très compliqué. Et donc, finalement, ce gouvernement dit on va bloquer les dispenses de précompte professionnel. Mais quand on voit le budget, eh ben, on passe de 3 666 millions à 3 736 millions. Donc en fait, cette diminution, c'est en fait une augmentation de 60 millions d'euros. Donc voilà, je pourrais dire la même chose sur la fraude fiscale, où on cherche péniblement les mesures, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que le personnel des finances, les contrôleurs, ça diminue. Au niveau de la justice, à Bruxelles, on l'a appris, ils jettent les dossiers à la poubelle, les dossiers de fraude fiscale sont jetés à la poubelle. Pour la police, la fraude fiscale n'est plus une priorité. Donc je conclus, Monsieur le Président, et je me rends compte dans l'interlude que la présidente a été remplacée par un président, mais je n'avais pas remarqué, Monsieur le Président. Donc voilà, je conclus. Effectivement, c'est un très beau budget pour les plus riches, les milliardaires qui ne sont pas inquiétés par cette fiscalité, pour les patrons qui vont continuer à profiter d'un blocage salarial et à la fois de cadeaux inouïs, mais ce n'est pas un budget qui est fait à la mesure des travailleurs, ce n'est pas un budget qui est fait à la mesure des malades, des infirmiers qui doivent les soigner et de l'ensemble de cette population. Donc vous comprendrez que malheureusement, nous ne pouvons pas soutenir ce budget.